Ça y est, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour ma chère Sabine. Bonjour Julien, bonjour à tous et à Bon, toutes. voilà, merci de partager à nouveau ce petit repas avec nous, ce déjeuner avec nous pour le deuxième épisode consacré donc justement à ce thème tant attendu des dermatoses inflammatoires. Elle est tant attendue parce que ta première partie, Sabine, avait été incroyable en termes de contenu. Il y avait énormément de choses. Et je sais, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, que cette deuxième partie est très attendue. Donc, en plus, dans cette première partie, tu avais fait bien l'analogie très marquante. On ne va pas revenir sur cette première partie parce que je pense que les gens l'ont vu, mais revenir sur la structure de l'épiderme, comme on disait, revenir sur l'analogie marquante entre l'écosystème intestinal et l'écosystème cutané, c'était des choses totalement nouvelles. Donc là, on a découvert un paquet de trucs. Et sur ce deuxième opus, ce qui nous intéresse, c'est de voir ton expérience personnelle en tant que dermatologue et surtout ton expérience en termes de cosmétologue. Et ça, moi j'ai vu le contenu avant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce plan-là. Donc, Sabine, je vais te laisser la parole et tu attaques dès que tu veux. C'est parti, quand tu veux. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver tous et que vous consacriez du temps à la dermatologie, qui est un petit peu la parente pauvre de la médecine, parce qu'elle n'est enseignée qu'aux dermatologues finalement. Et j'espère que pour certains, vous avez bien pu revoir la physiopathologie, parce que ça permet de comprendre un petit peu l'origine des maladies de la peau. Mais on a vu que la peau est reliée au cerveau par l'axe cerveau-peau, de par l'origine embryonnaire qui est la même depuis le début. Et surtout l'axe intestin-peau qui a été remis au goût du jour ces dernières années, puisque maintenant on peut étudier le microbiote intestinal et le microbiote cutané. Et il se trouve que les deux dialoguent ensemble de manière bidirectionnelle. Donc, on a toute la bibliographie maintenant, des schémas que je vous ai montrés, mais que je vais vous remontrer, parce que ça permet de comprendre que les dermatoses inflammatoires sont liées à une perméabilité intestinale et qu'en fait, pour bien les prendre en charge, il va falloir passer du côté de l'intestin, même si vous n'avez pas de signes fonctionnels intestinaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des syndromes de l'intestin irritable et des signes digestifs pour avoir une atteinte de la barrière intestinale. Ça, il faut bien le comprendre. À partir du moment où la peau est rouge, vous avez des cytokines inflammatoires qui circulent. Et je peux vous dire que le temps qu'elle arrive à la peau, c'est que la barrière intestinale est bien altérée. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est complètement novateur. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, plusieurs spécialités à mon actif et qui m'aident bien dans la compréhension de ces maladies de peau et surtout dans la façon de les prendre en charge qui est tout à fait novatrice. Alors, comment ça se passe? Donc, on a plusieurs types de solutions. Donc, on va vous proposer des solutions en cosmétologie et en dermatologie. Bien sûr, des solutions nutritionnelles pour aller vers une alimentation anti-inflammatoire, micronutritionnelle, des solutions fonctionnelles, systémiques et contextuelles. Donc, il a fallu que je trouve un plan pour vous présenter tout ça, mais bien évidemment, tout est intriqué et tout se recoupe plus ou moins. Donc, dans les dermatoses inflammatoires, on va étudier plus spécifiquement l'acné, la dermatite atopique, le psoriasis et la rosacée, parce que je pense que ce sont des dermatoses que vous voyez le plus fréquemment et qui impactent finalement beaucoup de monde. Alors, on va commencer par la cosmétologie pour faire des petits rappels, pour bien comprendre ce que l'on fait et d'abord définir qu'est-ce qu'un émollient. Donc un émollient, c'est un produit qui va assouplir et adoucir la peau, qui va hydrater pour préserver du dessèchement. Il va renforcer la barrière cutanée, réduire la perméabilité aux agents agressants extérieurs. Et en fonction du corps gras qu'il contient, on va distinguer le baume, la pommade, la crème, l'émulsion et le lait. Donc c'est fait pour hydrater essentiellement et vous verrez les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer.
Alors, il faut apprendre à lire les formules des cosmétiques. C'est ce qu'on appelle la liste INCI pour International Nomenclature Cosmetics Ingredients. Donc, en fait, c'est la nomenclature réglementaire des ingrédients cosmétiques. Donc, elle est obligatoire depuis 1999 et sachez que la France a été pionnière en matière de législation des cosmétiques et on a la législation la plus sévère et l'Europe a copié notre législation en France parce qu'on était très, très sévère. Tous les ingrédients dans la formule doivent être inscrits par ordre décroissant de concentration. Donc, quand vous lirez une formule sur un boitage d'un cosmétique, en fait, vous avez toujours l'eau en premier parce que c'est celui qui est le plus présent au moins présent. Et ce qui est intéressant, c'est que les noms latins sont les actifs naturels, alors que les noms anglais sont des actifs de synthèse. Donc ça, c'est important à connaître. Alors, depuis 1999, vous avez 26 allergènes qui ont un étiquetage obligatoire. Donc, ils sont en général, ces allergènes, c'est plutôt des parfums et des conservateurs. Mais vous pensez bien que depuis 1999, on en a dépisté d'autres. Il y a 56 autres allergènes, mais qui, eux, ont une mention facultative. Donc, les laboratoires ne sont pas obligés de les mentionner sur le boitage. Et là, vous avez un exemple d'une composition. Donc, les parfums arrivent en dernier parce qu'ils sont en très petite quantité. Et vous avez le citral, le génol, le géraniol, le limonène qui sont très allergisants. Donc ça, c'est à savoir parce qu'on a affaire à des peaux qui sont déjà enflammées, agressées, et elles n'ont pas besoin de cosmétiques qui comportent des allergènes. Donc ça, c'est une liste que vous pourrez avoir, puisque après, vous aurez le PDF des diapositives. Alors, il se trouve que le laboratoire Oronalis n'a qu'un seul cosmétique, mais pas des moindres. C'est le baume de TPSQ8+. Le TPSQ8, c'est ce qu'on appelle l'arbre à peau, le Mimosa tenuiflora, qui pousse au Mexique et que les Mayas utilisent l'écorce broyée. Donc nous, les dermatologues, c'est un actif qu'on connaît depuis très longtemps parce que c'est un des premiers cicatrisants qu'on a depuis 35 ans à base de Mimosa tenuiflora. Et en fait, il se trouve qu'en 84, à Mexico, il y a eu une explosion d'une centrale gazière où il y a eu 3000 victimes brûlées au 2e et 3e degré. Et le Mimosa tenuiflora a été appliqué faute de mieux parce qu'ils n'avaient pas d'autres crèmes réparatrices à l'époque. Et ils ont observé une cicatrisation très rapide, sans séquelles et même sans greffe de peau. Donc, ce baume a des propriétés régénératrices et réparatrices de l'épiderme. Il a une composition très intéressante parce qu'il comprend des tanins qui vont augmenter l'imperméabilité de la peau. Ça va être un effet raffermissant et astringent. Des bioflavonoïdes qui seront antiradicalaires vénotoniques et qui vont relancer la cicatrisation. Vous avez en plus du zinc, du fer, du magnésium, du cuivre, du manganèse qui sont indispensables à l'homéostasie cutanée. C'est un puissant analgésique qui soulage immédiatement les brûlures. Pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est tout à fait vrai et c'est très rapide. Il est bactériostatique et fongicide. Il a des acides aminés tels que la leucine, valine, tyrosine, arginine, lysine. Donc ça va nous apporter des protéines pour faire les briques de construction pour la cicatrisation. Ça va faciliter un bon niveau d'hydratation. Et en fait, ils ont rajouté dans cette formule du propolis, de l'huile de jojoba, de l'huile de pépin de raisin, de l'extrait de ginkgo, du shilajit. Et en fait, les indications sont larges: acné, eczéma, zona, psoriasis, herpès, érythème solaire. Donc vous voyez, en fait, tout ce qui est rouge. Ça marche très bien, c'est très efficace. Alors, la révolution actuellement dans les cosmétiques, c'est qu'on a pu introduire des probiotiques. On a vu la dernière fois le microbiote cutané, on commence à connaître un petit peu ce qui se passe. Il y a des dysbioses cutanées qui sont spécifiques de chaque maladie. Et donc, l'industrie cosmétologique a eu l'idée d'introduire des probiotiques avec énormément de succès. Donc, le microbiome cutané nous protège, il maintient ce pH acide de la peau qui est de 5,5. Il va sécréter des substances antioxydantes et antibactériennes.
il forme un film anti-adhésion qui va servir à la barrière physique. Donc, il va participer à la cicatrisation, il a un rôle anti-inflammatoire et réparateur, et il va réguler notre système immunitaire. Donc, beaucoup de fonctions pour ce microbiote. Donc, je vous rappelle, les prébiotiques nourrissent et favorisent le bon développement des bonnes bactéries. Donc, c'est des sucres simples ou complexes, des corps gras ou des acides aminés. Les probiotiques, en particulier Lactobacillus acidophilus, sont bénéfiques à la peau. Et les postbiotiques, ce sont des molécules sécrétées par les probiotiques qui les miment et ont sur eux des effets bénéfiques. Ça peut être des fractions de bactéries ou des lactobacilles qui sont désactivés par la chaleur et qui vont être reconnus et actifs. Alors là, j'ai trouvé une publication de 2022, donc très récente, et qui liste un petit peu les probiotiques topiques qui sont utilisés en fonction des indications. Donc vous avez le vieillissement, à droite la dermatite atopique, la cicatrisation, la rosacée, les pellicules, le psoriasis et l'acné. Donc vous voyez, on commence à lister des probiotiques topiques, hein, un petit peu comme les probiotiques pour l'intestin en fonction des indications. Alors, comment ça marche? Mécanisme d'action des probiotiques topiques. Donc, à gauche, vous avez votre dysbiose cutanée avec une inflammation de la peau qui va être liée à ces bactéries qui sont en rouge. Et puis, dans les topiques, on va apporter des nouvelles bactéries, des probiotiques bleu-vert, qui vont occuper une niche écologique similaire et qui vont empêcher la colonisation des pathogènes. Vous savez que c'est la loi du gîte et du couvert, et c'est à celui qui va prendre la place par rapport à l'autre. Donc, ce probiotique va améliorer la tolérance immunitaire, va réduire l'inflammation, il va sécréter des bactériocines, des modulines, des peptides antimicrobiens qu'on appelle les PAMS. Il va sécréter de l'acide propionique qui va inhiber la croissance des bactéries nuisibles. Donc, vous voyez, les mécanismes, on les connaît bien. Et puis, le schéma à droite, en 3, on a une récupération d'une fonction de la barrière cutanée, laissant place à une peau saine avec des bactéries saines commensales. Donc ça, c'est quand même important parce que les mécanismes sont mis en évidence. Alors, pour commencer à donner des conseils généraux, quelle que soit la dermatose, on le verra un petit peu plus spécifiquement en fonction des pathologies ensuite, mais déjà de manière générale, il va falloir éviter les produits alcalins comme les savons. Il faut préférer, pour préserver la flore cutanée, le matin un gel moussant ou une lotion et le soir plutôt un lait nettoyant. On peut aussi privilégier un produit huileux avec peu ou pas de conservateur et dans des petites contenances. Il va falloir bannir l'eau très chaude et puis les gels bactéricides pour les mains avec parcimonie car empêchent la flore de se reconstruire. Je pense que pendant l'épidémie de Covid, vous avez tous été confrontés à des dermites de contact, des dermites irritatives, des eczémas de contact comme la photo de droite. Et c'est vrai qu'on a bien décapé la flore et ça a bien abîmé la barrière cutanée. Donc il va falloir privilégier des produits d'hygiène douce sans parfum avec un pH proche de 5,5 ou alors des huiles lavantes ou ce qu'on appelle des syndettes. Syndette, ça veut dire synthétique détergent. C'est la contraction de ces deux termes et qui ne contiennent donc pas de savon. Alors, on va passer en revue les dermatoses inflammatoires. Là, vous avez un magnifique cas d'acné papulonodulaire. On va parler un petit peu de la dermatite atopique, du psoriasis et de la rosacée. Alors, l'acné, en cosmétologie, qu'est-ce qu'on va conseiller? On va éviter les savons, on va éviter les antiseptiques acides et tous les produits à base d'alcool car ils vont être irritants et sensibilisants et on va éviter les produits trop agressifs. Donc, on peut nettoyer matin et soir pour évacuer les impuretés, les cellules mortes, le sébum. Les syndettes donc, seront à rincer abondamment. L'intérêt, c'est qu'ils respectent le pH. On peut aussi utiliser donc, des laits et des gels nettoyants. Il va falloir tamponner sans frotter. Pensez aux eaux thermales pour apaiser. Ça, c'est vraiment très efficace. On va utiliser des crèmes hydratantes, apaisantes, non comédogènes, c'est-à-dire qui ne donnent pas de comédon, c'est-à-dire des points noirs. Et elles permettront d'améliorer la tolérance des traitements anti-acnéiques qui sont très desséchants.
et puis la photoprotection adaptée, c'est-à-dire les crèmes solaires, pour éviter les cicatrices pigmentées. Alors, je vous ai mis ici des exemples de gammes cosmétiques. Donc, je vous ai mis des noms de labos et les noms des gammes spécifiques pour l'acné. Donc, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce que les dermatologues prescrivent en particulier. Et selon les effets pharmacologiques, on va chercher un effet anticomédon, ou alors plutôt séborégulateur, ou alors apaisant, hydratant, cicatrisant. Certains auront une action sur le microbiome, d'autres seront matifiants. Il faut absolument utiliser un maquillage testé non comédogène. Alors quand c'est non comédogène, ça doit être inscrit sur le boitage du cosmétique, parce que ce sont des tests qui coûtent très cher. Et donc, quand ils le revendiquent, il faut que ça soit marqué. Si ce n'est pas marqué, on vaut mieux pas l'utiliser pour l'acné. Donc, on va pouvoir utiliser des crèmes teintées ou alors des fonds de teint spécifiques dans ces gammes-là. Pour l'hyperséborrhée, on va pouvoir conseiller un masque astringent en général à base d'argile ou alors des gommages très doux une fois par semaine. Et vous avez des crèmes solaires spécifiques, anti-acnéiques, non comédogènes. Donc, il faut aller dans les marques que je vous ai citées, qui sont les principales. Alors, il se trouve que dans le laboratoire Oronalis, vous avez des gélules de racines de bardane que vous connaissez bien, surtout pour les naturopathes, ceux qui ont l'habitude, et les pharmaciens. Donc, la grande bardane, Arcium larpa, famille des astéracées. Donc, c'est utilisé dans la pharmacopée chinoise depuis des millénaires. Ses propriétés sont nombreuses. Elles sont détoxifiantes, hépatoprotectrices, apaisantes, fongicides, séborégulatrices et sudorifiques, donc pour la sueur. Donc, ces indications, c'est la peau mixte à grasse à tendance acnéique et plus ou moins sensible. Et ce qui est intéressant, c'est sa composition, parce qu'elle contient de l'inuline, excellent probiotique, des acides phénoliques qui vont être antioxydants, des polyacétylènes qui seront antibactériens, des lignanes anti-inflammatoires, des tanins astringents et des minéraux tels que le calcium, le potassium et le phosphore. Et c'est un ingénieur allemand au début du siècle dernier qui, en regardant un petit peu à la loupe ces petites fleurs qui s'accrochent facilement à vos vêtements, il a remarqué qu'il y avait des crochets à leur extrémité. Et ça a donné naissance à une invention qu'on appelle le velcro, et qui est la contraction de velours et crochet. Donc j'ai trouvé ça intéressant de le signaler. Alors, l'importance des oméga 3 dans l'acné. Donc, vous avez ici un schéma tiré d'une publication de 2020 qui vous montre l'action spécifique des oméga 3 dans l'acné. Donc, déjà à droite, au niveau de ce qu'on appelle le sébocyte, qui est la cellule de la glande sébacée, qui, je vous le rappelle, est annexée au poil. C'est l'unité pilosébacée. Donc, quand vous donnez des oméga 3, vous allez empêcher la voie mTOR d'être activée. On va y revenir sur la voie mTOR. Et à gauche, les oméga 3 vont empêcher la prolifération du kératinocyte, qui est cette cellule de l'épiderme, qui, dans l'acné, le processus fait qu'il prolifère et va faire ce petit bouchon corné et empêcher le sébum de sortir. Donc, les oméga 3 vont empêcher la prolifération de la bactérie qui est en cause, qu'on appelle le Cutibacterium acnes, qu'on a vu la dernière fois dans la physiopathologie. Et quand le macrophage va être activé et que la voie NF-kappa B de l'inflammation va être activée, les oméga 3 vont agir en bas à gauche en empêchant la synthèse des cytokines inflammatoires. Donc, vous voyez, on a tout intérêt à prescrire des oméga 3 dans une acné inflammatoire. En plus, l'alimentation inflammatoire que mangent nos jeunes adolescents, il faut savoir qu'elle augmente le risque de dépression de 33%. Donc, j'ai trouvé ça énorme. Et en fait, c'est par le biais de la neuroinflammation, parce qu'on sait maintenant que la dépression est due à une neuroinflammation. Donc, en prescrivant des oméga 3, non seulement vous allez faire du bien à la peau, mais vous allez faire aussi beaucoup de bien au cerveau.
Donc ça, c'est très important. Alors ici, un article récent de 2021 qui vous montre que dans l'acné, la voie mTOR est suractivée. Donc mTOR, je vous rappelle, ça veut dire Mammalian Target of Rapamycine. Donc c'est chez les mammifères une voie métabolique qui est la cible d'un médicament qu'on appelle la rapamycine. Donc on a un lien entre la consommation de lait de vache et la suractivation de la voie mTORC1 conduisant aux maladies de civilisation. Donc là, on vous parle d'acné, de diabète, de cancer et de neurodégénérescence. Et en fait, le lait, il intervient par l'intermédiaire d'un acide aminé qui est la leucine, qui va spécifiquement activer la voie mTOR. Et vous avez les sucres à index glycémique élevé qui vont entraîner une hyperinsulinémie, une résistance à l'insuline, augmenter l'IGF-1. Et tout ça va activer la voie mTOR. Et je vous ai cité aussi une deuxième voie métabolique qu'on voit sur ce schéma, la FOXO1, qui est un facteur sensible aux nutriments et qui régule l'activité transcriptionnelle du récepteur aux androgènes. Donc, vous savez qu'il y a un souci avec la testostérone, la dihydroxytestostérone. Donc, en fait, vous avez deux voies d'activation sensibles aux nutriments qui seront avalés. Donc, je trouve que ce schéma schématise bien ces deux voies d'activation. Donc, en fait, c'est complexe, hein, comme vous le voyez. Mais bon, si vous faites déjà arrêter les laits de vache et vous diminuez les index glycémiques élevés, vous allez avoir des très beaux résultats sur une acné inflammatoire en à peu près 6 semaines. C'est assez rapide, hein, mais il faut que le patient soit conciliant et soit assez strict. Mais en général, quand ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils changent d'alimentation. C'est rapidement efficace, je trouve. Alors, quant aux probiotiques oraux dans l'acné, ils sont intéressants parce qu'on a une dysbiose intestinale qui est connue dans l'acné. Les probiotiques vont moduler l'axe intestin-peau avec des effets anti-inflammatoires locaux et à distance. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils diminuent la sécrétion de sébum de 28%. Donc ça, j'ai trouvé ça énorme parce qu'on n'a aucun médicament qui diminue la sécrétion de sébum. Je disais toujours à mes patients, on sait aller sur la Lune, mais on ne sait pas traiter la séborrhée actuellement avec les produits que nous avons. Donc je trouve que diminuer de 28% la sécrétion de sébum, j'ai trouvé ça énorme. Et ça va augmenter la perte en eau transépidermique. Donc, ces probiotiques vont améliorer les lésions inflammatoires et non inflammatoires. Ils vont améliorer les marqueurs de la perméabilité intestinale en diminuant les lipopolysaccharides, qui sont ces fragments de bactéries gram négatifs qui finissent par entrer dans l'organisme et qui vont stimuler la sécrétion de cytokines inflammatoires. Et ces probiotiques vont augmenter le ratio acétate sur propionate. Donc, vous voyez, là, c'est un article tout à fait récent de janvier 2023. Et en regardant un petit peu la bibliographie, j'ai trouvé une publication ancienne de 2013 où ils avaient donné 3 probiotiques en même temps par voie orale, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, donc celui du yaourt, Bifidobacterium bifidum, et ils ont eu des effets similaires à 100 mg de minocycline, c'est-à-dire ces tétracyclines que l'on prescrit dans l'acné. Donc moi, je trouve que on n'a pas du tout entendu parler de cette publication et j'ai trouvé ça intéressant que déjà en 2013, on puisse prouver ces effets bénéfiques. Alors là, je vous ai mis les traitements classiques, les recommandations de la Société française de dermatologie. C'est un algorithme. Donc, en fonction du grade d'acné, en haut, selon les photos, du plus léger au plus sévère, vous avez 5 grades d'acné. Et en fonction de ces grades, vous avez des indications de traitement, des traitements d'attaque. Donc, soit au début, c'est des traitements locaux. Ensuite, on va passer aux antibiotiques. Et pour les acnés très sévères, on va passer à l'isotrétinoïne, c'est-à-dire le roaccutane.
Et ensuite, vous pouvez avoir des traitements d'entretien. Donc, je vous ai mis les traitements à chaque fois pour que vous ayez les noms des molécules et savoir ce que doit faire un dermatologue dans son cabinet. C'est les recommandations actuelles. Alors, on va passer à la dermatite atopique, donc tout à fait différent. On avait vu qu'il y avait une diminution de la quantité de filagrine d'origine génétique. C'est cette protéine qui est très importante dans la fonction de barrière. On a aussi une altération du ciment lipidique de manière qualitative et quantitative. On a une altération du microbiote cutané puisqu'on va avoir une diminution de la sécrétion de ces peptides antimicrobiens. Et les kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, sont pro-inflammatoires. Donc, je vous renvoie au webinaire partie 1 où j'avais bien expliqué la physiopathologie de la dermatite atopique, qui est en fait éminemment complexe. Et donc là, les soins dermocosmétiques vont avoir un rôle indispensable pour ne pas aggraver les altérations existantes par des agents irritants. Ils vont réparer la barrière cutanée par l'apport d'agents lipidiques externes. Et on avait vu que dans l'inflammation, avec la chaleur, l'œdème, la rougeur, il y avait une perte de fonction. Et au niveau de la peau, la perte de fonction, c'est la perte de la fonction de barrière cutanée. Donc, quand on va réparer la barrière cutanée, on va améliorer l'inflammation. Et cette application quotidienne d'émollient permet de limiter les poussées. Donc ça, c'est prouvé. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des formules simples avec le moins d'ingrédients possible pour éviter les allergies. Donc, soit des émollients qui vont être humectants, c'est-à-dire qui vont augmenter l'hydratation de la couche cornée, ou alors des soins occlusifs qui vont empêcher l'évaporation de l'eau et la déshydratation de la couche cornée, ce qui est un moyen pour hydrater la peau. Alors, en général, les patients vont rentrer dans un schéma de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On va éviter tout ce qui aggrave la sécheresse, c'est-à-dire pas de bain trop chaud ni trop long. On va éviter les savons alcalins, on va éviter le gant de toilette qui est trop irritant. On va sécher l'enfant en le tamponnant car le frotter, ça va activer le prurite. Et on va éviter les vêtements en laine et les vêtements synthétiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Des nettoyants très doux, soit des pains sur gras, des gels douche émollients ou des huiles lavantes. Alors, vous voyez, il ne faut pas trop se laver. Maintenant qu'on connaît l'utilité du microbiote cutané, il ne faut pas trop l'enlever. Ça peut être de 2 à 7 douches ou bains par semaine. Donc, 2 par semaine, c'est pas beaucoup. Donc, on va conseiller des vêtements plutôt en coton, mettre une chambre à 18 degrés. Et si l'air est trop sec, il va falloir installer des humidificateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient? D'abord, on va s'adresser à des gammes spécifiques pour peau atopique. Donc, je vous ai mis, pareil, en bas à gauche, des noms de produits avec les noms des laboratoires que vous pourrez retrouver, en sachant que récemment, il y a un dispositif médical qui est sorti chez La Roche-Posay qui s'appelle Lipicar Eczema Med, et avec un brevet qu'ils ont appelé Endobioma, qui va éliminer 99% du staphylocoque doré en 60 minutes, tout en préservant le reste du microbiome cutané. Donc, vous voyez que la recherche est très, très active actuellement sur le microbiote cutané. Donc, les ingrédients qui hydratent et qui sont connus depuis longtemps, c'est l'urée, c'est certaines huiles, notamment l'acide oléique ou linoléique, l'acide lactique qui va augmenter les céramides du stratum corneum, la couche la plus superficielle de la peau, l'aloe vera, bien sûr, le bisabolol, le gluconate de zinc, le beurre de karité, très intéressant, la niacinamide, et puis les lycocalcones qui sont en fait issus du réglisse et qui sont très anti-inflammatoires. Alors, il faut savoir que, en plus d'avoir une dermatite atopique, certains vont faire des allergies de contact. C'est quand même dans 1 cas sur 3. Donc, ce qu'on appelle un eczéma de contact. Donc, voici les principaux ingrédients cosmétiques à éviter. Vous avez les parfums et les molécules parfumantes. On l'a vu dans la liste des allergènes, ils sont sensibilisants.
les alcools de laine et les dérivés de l'alcool de laine comme la lanoline. Les isothiazolinones, ce sont des conservateurs. Il y en avait beaucoup avant et petit à petit, ils sont retirés du commerce. Les glucosides, le laureth sulfate et les benzophénones et butylméthoxy dibenzoylméthane, les deux derniers, ce sont des ingrédients utilisés dans les produits solaires qui sont sensibilisants. Alors, l'allergologie, c'est une spécialité à part entière. On fait appel à des allergologues et qui vont faire des patch tests dans le dos ils vont vous mettre un petit peu tous les actifs et voir lequel vous allez réagir. Donc, il faut savoir qu'il y a, en plus de la dermatite atopique, des allergies de contact. Un cas sur 3, c'est beaucoup. Donc là, je vous ai mis des fiches conseils que vous retrouverez sur le site de dermatiteatopique.fr. Il faut absolument que les enfants atteints de dermatite atopique aient un bon sommeil. Donc, les conseils, ils sont classiques, dormir dans une pièce calme et obscure, éviter les activités stimulantes, les tablettes 2 heures avant, les sports, les jeux vidéo, tout ça, vous connaissez bien, avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, se coucher dès qu'on ressent les signaux du sommeil, et en fait, bien appliquer les traitements pour calmer la peau, parce que sinon, ils vont se réveiller et se gratter pendant la nuit. Et si on rajoute des troubles du sommeil, c'est sûr que ces enfants ne vont pas être bien. Et pareil pour le sport, la transpiration va aggraver la dermatite atopique. Donc, après une séance de sport, il faut prendre une douche en utilisant des produits adaptés et puis appliquer ces cosmétiques, ces émollients adaptés, spécifiques pour la peau atopique. Vous avez vu qu'il ne faut pas appliquer n'importe quoi. On a de la chance en France d'avoir une industrie cosmétique avec d'énormes labos de recherche et on a tout à fait les produits qui vont sur ce type de peau. Alors là, pareil, je vous ai mis les traitements classiques en dermatologie pour que vous ayez les noms des molécules. Donc, le traitement majeur de l'eczéma, c'est évidemment les dermocorticoïdes. Ça fait partie des recommandations. Et quand on va à un eczéma sévère, on a des traitements de fond par voie orale. Et puis, on a le tacrolimus qui est un immunosuppresseur. Il y a eu une révolution avec les anticorps monoclonaux, le dupilumab. C'est un anticorps monoclonal anti-IL4, donc les interleukines 4 et anti-IL13. Mais bon, c'est très spécifique, ce sont des prescriptions d'hôpital. Et vous voyez qu'on peut aller jusqu'à la cyclosporine, le méthotrexate, et la photothérapie, c'est la pluvathérapie. Donc, on peut être amené à prescrire des antibiotiques, des antiviraux, des antihistaminiques. Et de toute façon, il y a une indication thérapeutique qui est associée à cette prise en charge. Alors, n'oubliez pas les cures thermales. On a la chance en France d'avoir énormément de cures thermales. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc, je vous ai listé ici celles pour lesquelles la dermatologie est reconnue et prise en charge, et notamment les eczémas, les dermatites atopiques. Ça s'adresse aux adultes, aux enfants et aux tout-petits. Donc, l'intérêt, c'est que ça va bien améliorer l'état de la peau, ça va diminuer le prurite, ça va bien espacer les crises, ça réduit les traitements dermatologiques, ça va bien améliorer la qualité de vie, le moral, le sommeil, l'image de soi. Et les propriétés de l'eau sont à la fois anti-inflammatoires, apaisantes, cicatrisantes. Donc, ces cures thermales durent 3 semaines et ce sont les soins qui sont pris en charge avec une entente préalable de la part du médecin généraliste. Alors, le psoriasis. Donc, au niveau des conseils, on va éviter de frotter, de gratter, d'exfolier les plaques. Le frottement en peau saine peut provoquer ce qu'on appelle le signe de Koebner. C'est que vous allez faire une griffure sur une peau qui n'a pas de psoriasis et quelques jours après, vous allez avoir des plaques de psoriasis qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle le signe de Koebner. Les vêtements trop serrés, faudra éviter. Et vous avez des facteurs aggravants spécifiques du psoriasis, tels que l'alcool, le tabac. Et sachez qu'il y a des médicaments qui déclenchent le psoriasis, en particulier le lithium, les antipaludéens de synthèse, les anti-TNF-alpha. Donc, ce sont les plus connus, mais il y a toute une liste
de médicaments qui déclenchent des psoriasis et il faut savoir y penser. Et il m'est arrivé de faire des lettres à des psychiatres, à des cardiologues pour modifier les traitements étant donné que le psoriasis était déclenché par ces médicaments. On va pouvoir conseiller d'hydrater la peau tous les jours après la douche, appliquer les produits sur une peau humide. Ça va permettre de diminuer la rougeur et de lutter contre les démangeaisons. On peut aussi, dans l'eau du bain tiède, utiliser des sels d'Epsom, des sels de la mer morte, de l'avoine colloïdale ou des huiles hydratantes. Et puis, chaque fois qu'on va à la piscine, il faut absolument prendre une douche et mettre des crèmes émollientes derrière. Donc, c'est des petits conseils, mais qui ont leur intérêt, hein. Alors, je voulais vous parler particulièrement du psoriasis en gouttes. Il y a plusieurs formes cliniques du psoriasis, mais le psoriasis en gouttes, que vous avez peut-être déjà rencontré, est lié à l'antigène du streptocoque des angines à répétition. Vous avez ce qu'on appelle un mimétisme moléculaire entre l'antigène de la paroi du streptocoque, qui a des similitudes structurelles avec les antigènes du soie, et ici c'est le kératinocyte, c'est-à-dire la cellule épidermique du psoriasique. Donc on observe des réactions croisées lors d'épisodes infectieux. Chaque fois que vous allez faire une angine, eh bien, vous allez avoir une poussée de psoriasis en gouttes. Et donc un des traitements consiste à éradiquer le portage du streptocoque. Donc, soit des antibiotiques, soit voire des amygdalectomies ou du laser sur des amygdales cryptiques. Il faut aller rechercher le streptocoque. Comme mimétisme moléculaire, vous connaissez tous la relation entre le rhumatisme articulaire aigu et l'endocardite d'Osler. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme. Alors, les facteurs d'inflammation chronique, on va pouvoir s'aider de l'intérêt de la biologie nutritionnelle. Il va falloir rechercher un leaky gut ou une dysbiose intestinale en demandant le dosage des LPB, c'est-à-dire la protéine porteuse des LPS, qui va témoigner d'une perméabilité intestinale. Et on va demander ce qu'on appelle les DMI ou les MOU, les métabolites organiques urinaires, qui sont une sécrétion des actifs des bactéries. Donc, c'est un reflet indirect, en fait, de la dysbiose intestinale. Si on veut aller plus loin, on pourra demander un microbiote intestinal, mais ça sera plutôt en deuxième intention. On peut repérer des insuffisances de la détox hépatique de phase 2 en dosant l'homocystéine. Si elle est élevée, c'est qu'il manque un petit peu de vitamine B9 ou B12 ou qu'il y a un problème sur une certaine enzyme. On va regarder s'il y a un déséquilibre du rapport oméga 6, oméga 3, ne contrôlant plus le niveau d'inflammation. Donc, on va demander une CRP ultrasensible entre 1 et 10, ou alors un profil des acides gras érythrocytaires. Et ce qui sera intéressant, c'est le rapport acide arachidonique sur EPA. On va rechercher une résistance à l'insuline et une glycation excessive qui va stimuler le NF-κB, donc le facteur de transcription de l'inflammation. Donc, on va doser l'insulinémie à jeun, demander un test de HOMA qui est remboursé ou une hémoglobine glyquée. Il va falloir rechercher un stress oxydatif en excès qui peut être dû soit à des métaux lourds, à des polluants environnementaux ou à des ondes électromagnétiques. Et par rapport à nos capacités antioxydantes, donc la superoxydismutase, le glutathion et le sélénium. Donc tout ça sont des paramètres qu'on étudie dans le bilan antiradicalaire. On peut aussi aller rechercher des réactivations virales par des sérologies virales et parfois demander un typage lymphocytaire. Et puis on va un petit peu rechercher les comorbidités cardiovasculaires, métaboliques et neuropsychiques. Vous voyez, il y a du travail. Alors là, j'ai trouvé un article assez récent de 2018, comme quoi la voie mTOR, toujours cette voie métabolique, la voie mTOR épidermique était en cause dans le psoriasis. Donc là, vous avez une image de l'épiderme avec la couche basale en bas. Donc tout à fait à gauche, dans un épiderme normal à gauche, la voie mTOR n'est pas activée et à ce moment-là, votre cellule épidermique va se différencier normalement pour aller jusqu'à la couche cornée.
il n'y aura pas de prolifération. Le schéma du milieu, quand vous avez un psoriasis, la voie mTOR est activée, donc vous allez avoir une prolifération de cellules de la peau qui vont se renouveler sans cesse. On avait vu que le cycle des cellules était de 7 jours au lieu de 21 jours et se renouvelait sans arrêt et faisait des squames, des squames et des squames. Moi, j'ai souvenir dans mon cabinet, après avoir déshabillé des patients qui étaient couverts de psoriasis, j'étais obligée de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour balayer derrière. Après, je ne pouvais pas recevoir un autre patient derrière, tellement il y avait des squames par terre. Et puis, à l'inverse, sur le schéma de droite, quand vous régulez la voie mTOR, donc les kératinocytes vont rentrer dans l'ordre. Donc, la voie mTOR, voie régulatrice de l'homéostasie épidermique et son rôle dans l'inflammation des maladies cutanées. Les kératinocytes psoriasiques gardent leur schéma prolifératique même après avoir quitté la membrane basale. Donc, c'est cette kinase mTOR qui est suractivée dans la peau lésionnelle et la peau saine des patients psoriasiques. Et l'inactivation de mTOR semble être un prérequis pour les kératinocytes pour initier cette différenciation terminale. Donc, je vous renvoie à la physiopathologie du psoriasis qu'on avait étudiée dans la partie 1 de ce webinaire. Alors, au niveau nutrition, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en matière de psoriasis? Toujours les oméga 3. Quelle que soit la dermatose inflammatoire, il y a de toute façon une carence en oméga 3. Mais les petits poissons gras ne vont pas suffire, il va falloir supplémenter. On va sélectionner des carbohydrates à index glycémique bas. On va augmenter les fibres pour diminuer le stress oxydant. Et puis, donner des antioxydants comme des flavonoïdes, la vitamine A, C, E, carotène. Il y a un facteur de risque particulier dans le psoriasis, c'est le déficit en sélénium, donc, qui est un facteur de risque supplémentaire pour le psoriasis. Mais je vous rappelle que le sélénium, il faut faire attention. Il vaut mieux supplémenter avec un dosage, parce que si vous êtes au-dessus de la valeur supérieure, c'est pro-oxydant et ça fera donc l'effet inverse. Importance de la vitamine D, bien sûr, dans le psoriasis. On a des médicaments à base de vitamine D et des crèmes à base de vitamine D spécifiques pour le psoriasis. Donc, on va pouvoir aussi conseiller une diète sans gluten parce que vous avez un risque multiplié par 3 de maladie cœliaque. Et pour l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, vous avez 20% de psoriasis qui sont intolérants au gluten. Donc, dans votre prise en charge, vous pouvez déjà mettre en place une éviction du gluten et vous devriez observer chez certains patients une amélioration au bout de 3 semaines, un mois. On va pouvoir recommander une diète végétarienne et aussi une diète méditerranéenne. Donc ça, c'est un article de 2019. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Alors là, vous avez une fiche qui retrace et qui reprend un petit peu tous les traitements. Donc, les traitements classiques par voie topique, ça va être les dermocorticoïdes, beaucoup de produits à base de vitamine D. On a le tazarotène. On peut faire de la puvathérapie. Donc, la puvathérapie, ce sont des cabines d'UVA où on vous fait avaler avant un médicament qu'on appelle un psoralène, qui va potentialiser les effets des rayons sur la peau. Et on va vous irradier au moment où le pic est maximum, c'est-à-dire au bout de 2 heures. 2 heures après l'inhalation du psoralène, on va vous exposer. Et la puvathérapie est très efficace dans les psoriasis, mais il faut limiter le nombre des séances par rapport au risque carcinogène de la peau, évidemment. Il faudra calculer le nombre de doses. Donc, on peut utiliser des immunosuppresseurs, du méthotrexate, de la cyclosporine, des biothérapies. On a des modulateurs des lymphocytes, on a des anticorps monoclonaux, en particulier les anticorps de l'interleukine 12 et 23. On a un anticorps anti-IL-17 et anti-IL-23. Donc là, il y a plusieurs anticorps monoclonaux très efficaces dans le psoriasis. Mais ce sont des prescriptions hospitalières, parce que il faut surveiller, c'est pas sans danger.
Et puis, on peut aussi utiliser la citrétine, qui est un dérivé de la vitamine A. Dans les traitements alternatifs, vous avez toujours les thermes, hein, les stations thermales. Consommer des oméga-3. Donc, chez Oronalis, on va en reparler après, on a l'huile de krill et l'huile de calanus. On peut prendre des bains au soufre, des bains d'eau salée. Il y a les cataplasmes de curcuma qui ont l'air bien efficaces. Des médicaments à base de 5, de vitamine C, des lécithines marines et le gel d'aloe vera. Et puis, dans ce cas-là, on recommande de s'exposer au soleil. Exceptionnellement, il se trouve que l'héliothérapie est un bon traitement du psoriasis par son effet immunomodulateur. On va éviter d'avoir une peau sèche en prescrivant des émollients. On va manger sainement et essayer de perdre du poids parce qu'il y a des comorbidités associées avec le surpoids et l'obésité. Donc, ces comorbidités, vous voyez, syndrome métabolique, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, il y a bien sûr le rhumatisme psoriasique, il y a beaucoup de syndromes dépressifs, mais on sait pourquoi, c'est la neuroinflammation, et il y a beaucoup de conduites addictives qu'il va falloir gérer. Alors, dernière pathologie inflammatoire, la rosacée. Donc, c'est une maladie encore à part, hein, qui n'a rien à voir avec l'acné. Avant, ça s'appelait acné rosacée et maintenant, on ne dit plus que rosacée parce que la physiopathologie n'est pas du tout la même. Donc, on va bien sûr éviter les corticoïdes locaux. On va éviter les actifs agressifs à base de rétinol et d'acide de fruits, les alpha-hydroxyacides. On va éviter les actifs allergisants, on l'a vu, le parfum, les conservateurs. Il y a beaucoup de facteurs aggravants dans la rosacée. La chaleur avec le soleil, les bains chauds, le sauna, le hammam. On voit bien les patientes, dès qu'elles sortent dehors au soleil, elles ont une poussée de rosacée. Les variations soudaines de température quand on passe du froid au chaud. Il faudra éviter les plats trop chauds, trop épicés, les boissons trop chaudes, l'alcool, parce que ça augmente le risque de rhinophyma. Vous savez, c'est ce nez en patate énorme. Il y a un effet dose-réponse. Et puis, on ne pourra pas trop faire de massage ou de gommage du visage. Par contre, on va conseiller de se protéger de la chaleur en se mettant à l'ombre, en ayant beaucoup d'hydratation, de rafraîchissement du visage, éviter l'exposition à la chaleur. Et là, les sprays d'eau thermale sont vraiment le bienvenu et vont immédiatement apaiser la peau. Et là aussi, on va avoir des produits d'hygiène pour peau sensible, réactive et intolérante, qui ont le sigle AR pour le soin anti-rougeur. On a de l'eau micellaire anti-rougeur, on a des maquillages non comédogènes anti-rougeur. On peut mettre du vert, un correcteur de teint, le vert absorbant le rouge. Donc, sous son maquillage, on va pouvoir mettre des correcteurs de teint avec des pigments verts. Et dans les crèmes solaires indice 50, on aura des crèmes solaires spécifiques anti-rougeur. Donc, vous avez vu, à chaque fois, on va utiliser des cosmétiques spécifiques avec des gammes spécifiques pour la pathologie. Donc, vous voyez ici un exemple d'une femme qui a appris à se maquiller, qui a une rosacée très invalidante. Et avec un maquillage correcteur, on arrive tout à fait à camoufler. Donc, on va pouvoir utiliser des actifs cicatrisants, apaisants, anti-inflammatoires et vasoconstricteurs avec de la niacinamide ou de la centella. La barrière cutanée, on va utiliser des céramides, des huiles végétales, des beurres végétaux. Donc là, je vous ai cité des gammes de cosmétiques qui sont spécialisées dans la rosacée et qui ont des gammes anti-rougeur. Peut-être que vous ne connaissez pas les masques à droite à base d'acide hyaluronique. C'est très rafraîchissant, immédiatement apaisant. C'est un masque qu'on met sur le visage et qu'on laisse poser pendant 10 minutes, un quart d'heure. L'effet est immédiat. Et dans les cures thermales, vous avez des douches filiformes pour le visage, notamment dans la station thermale de Saint-Gervais-les-Bains. Donc ça, c'est très, très efficace. Et alors, j'ai découvert une publication qui date de 2021, comme quoi la voie mTOR était aussi suractivée dans la rosacée et qu'aux États-Unis, ils ont essayé la rapamycine topique. Donc, à ma connaissance, ça n'existe qu'aux États-Unis, on ne l'a pas encore en France. Donc, on a une corrélation entre la voie mTOR dans l'épiderme et la sévérité des lésions dans la rosacée.
Donc, l'inhibiteur de mTOR, c'est la rapamycine, qui est de plus en plus utilisée en dermatologie dans les dysfonctions vasculaires dues à ses propriétés antiprolifératives et anti-angiogéniques. Donc, la rapamycine topique est approuvée par la FDA aux États-Unis et elle a significativement amélioré les symptômes de la rosacée. Donc là, on voit 2 cas cliniques en haut et en bas et le résultat au bout de 4 semaines de rapamycine. Donc je trouve que ces résultats cliniquement sont très très intéressants parce que ça a bien diminué la rougeur de la peau. Donc publication de 2021. Alors là aussi, je vous ai mis les traitements classiques de la rosacée qui seront spécifiques en fonction du stade de la rosacée qu'on avait vu dans la physiopathologie. Et donc, on utilise beaucoup les lasers. Le traitement classique, ça peut être des tétracyclines, donc des antibiotiques, et le métronidazole. L'ivermectine topique, je vous en avais parlé, c'est la crème Solantra, mais qui est sur prescription. On a des crèmes aussi à base de métronidazole. Et puis, on va utiliser des cosmétiques et puis des produits solaires tout à fait adaptés aux rosacées. Donc ça, je vous laisserai découvrir quand vous aurez le PDF et que vous pouvez avoir le replay. Donc, voilà, on a passé le stade de la cosmétologie et de la dermatologie. On va parler maintenant des solutions nutritionnelles. J'espère que ça va, vous suivez. Vous n'êtes pas tous en hypoglycémie. Non, je pense qu'a priori, dans le chat, il y a déjà pas mal de questions, donc tout le monde suit, il n'y a pas de souci. Donc, je vais y répondre après. Hein. Donc, on a la chance que ces dermatos soient diétosensibles. On va pouvoir conseiller une alimentation santé, une alimentation méditerranéenne, une alimentation antioxydante, en sachant que tout ça se recoupe bien évidemment. Alors, l'alimentation santé, c'est la diète méditerranéenne riche en fruits et légumes colorés, un apport en oméga 3 végétal et animal, mais on a vu que ça ne suffisait pas. Bon, c'était bien de l'augmenter au niveau de l'alimentation, mais il va falloir supplémenter. On va diminuer les apports en oméga 6 pro-inflammatoires, notamment la viande rouge, l'huile de tournesol, de maïs, de pépins de raisin. On va consommer du vin rouge, mais modérément, et diminuer les sucres rapides à index glycémique élevé. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, ça sera une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres, en antioxydants, en vitamines, en oméga 3, et qui va contribuer à diminuer l'inflammation chronique. Donc, c'est surtout les fruits, mais surtout les fruits rouges qui sont riches en anthocyanes. Donc, pas un jour sans un fruit. Les légumes, 400 à 600 grammes par jour, c'est beaucoup. Hein. C'est surtout les crucifères, brocoli, chou-fleur, choux, pas une semaine sans un chou. Et donc, ces crucifères vont se transformer en glucosinolates qui seront importants pour la détox hépatique. Les poissons gras, bien sûr, riches en oméga 3, donc c'est 2 fois par semaine, anchois, sardines, maquereaux, harengs. Ils comportent EPA, DHA, de la vitamine D, du zinc, du sélénium. Donc, on conseille 2 portions de 150 grammes de poisson des mers froides. 150 grammes, c'est beaucoup hein, dans une assiette. Hein. Les huiles végétales sources d'oméga 3, vous avez colza, cameline, lin, chanvre, noix, et utilisez les filières oméga 3 bleu blanc cœur. Le curcuma pour ses curcuminoïdes, les légumineuses 3 fois par semaine, de l'eau, parce que si on ne boit pas en quantité suffisante, ça va augmenter la sensibilité à la douleur. Le chocolat noir, polyphénol qui diminue le stress oxydatif, tous les oléagineux, noisettes, amandes, pistaches, les noix qui sont riches en phytostérol et en antioxydants phénoliques, et puis des céréales complètes ou semi-complètes maintiennent l'équilibre du microbiote avec un index glycémique bas. Donc ça, c'est l'alimentation anti-inflammatoire qui rejoint l'alimentation méditerranéenne. Et on insiste sur les antioxydants avec les polyphénols. Il faut manger de la couleur. Ces polyphénols, non seulement seront anti-inflammatoires, mais vont moduler le génome, ils seront antioxydants. Il faut utiliser beaucoup d'épices, cannelle, curcuma, curry, poivre, noix de muscade et tous les aromates, en particulier le thym, le romarin et l'origan.
En micronutrition, petit rappel pour les cellules immunitaires qui ont besoin de fer, de zinc, de sélénium, de cuivre, de folate, de vitamines A, C et D pour leur croissance et leur fonctionnement. Il va falloir repérer les carences fréquentes, tout ce qui est fer, vitamine D et A, zinc, iode, magnésium, oméga 3 et oméga 6, optimiser le statut micronutritionnel du patient, proposer de la chronobiologie alimentaire, on y reviendra à la fin, et on peut aussi proposer des jeûnes intermittents de 16-8 heures. Donc, chez Oronalis, vous avez en oméga 3 l'huile de krill que je trouve très intéressante. Ce krill qui est un petit crustacé de l'Antarctique, qui est riche en oméga 3, EPA, DHA, et qui est lié à des phospholipides qui vont faciliter leur biodisponibilité et leur intégration dans les membranes cellulaires. Il est riche en choline et en astaxanthine, qui est un caroténoïde intéressant. Ça soutient les fonctions de la peau, améliore son apparence, et ça va modifier les céramides de l'épiderme avec augmentation d'hydratation. Ça permet de conserver souplesse et élasticité, donc un rôle dans l'anti-vieillissement, et ça sera à la fois anti-inflammatoire et antioxydant. Vous avez aussi l'huile de calanus, qui est ce petit crustacé, un zooplancton de Norvège, et ces oméga 3 sont sous forme d'ester de cide, qui seront absorbés beaucoup plus lentement et qui vont atteindre la partie distale de l'intestin. Donc là, vous avez un petit schéma à droite qui vous montre l'huile de krill sous forme de phospholipides, les petits poissons en gras qu'on connaît sous forme de triglycérides et le calanus sous forme d'ester de cide. Donc lui aussi, il est riche en astaxanthine, antioxydant, anti-inflammatoire et va permettre de prévenir cette inflammation de bas grade. Alors, bien sûr, un incontournable pour le dermato, l'huile de bourrache et l'huile d'onagre. L'équilibre oméga 6, oméga 3 est important. L'idéal, c'est de 4 sur 1. Mais parfois, à trop vouloir prescrire des oméga 3, on va avoir une carence en oméga 6 qui peut apparaître par inhibition compétitive, parce que je vous ai remis le schéma des deux voies métaboliques des oméga 3 et des oméga 6. Et en fait, ils utilisent les mêmes enzymes au niveau du foie. Donc, si on apporte trop d'oméga 3, on va empêcher la conversion des oméga 6. Donc, les oméga 6, je vous rappelle que l'acide gamma-linoléique et le di-gamma-linoléique, di-homo-gamma-linoléique, vont donner des prostaglandines 1 anti-inflammatoires et des lipoxines. Donc, il ne faut pas les négliger. Ces oméga 6 vont apaiser les inflammations cutanées, ralentir le vieillissement cutané, hydratent et tonifient la peau, apportent souplesse et élasticité. Elles vont protéger le film hydrolipidique de la peau, elles vont lutter contre l'acné, atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel et atténuer les effets de la ménopause avec, dans les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les bouffées de chaleur. Et ça, j'ai l'habitude de dire peau sèche, cerveau sec. Donc ça a marqué un peu mes patients. Ils comprenaient qu'il fallait se supplémenter. Et ça, cet équilibre, vous ne le savez que quand vous demandez un profil des acides gras érythrocytaires. Bon, cliniquement et sur les symptômes, vous pouvez vous en douter. Mais si vous voulez supplémenter, contrôler que ça rentre bien et contrôler que vous êtes à l'équilibre, il n'y a que le profil des acides gras érythrocytaires qui se fait par prise de sang. Alors, un actif très intéressant chez Oronalis, c'est le Polypodium leucotomos. Donc, c'est une fougère tropicale de la famille des Polypodiacées qui est envoyée dans la médecine traditionnelle sud-américaine depuis très longtemps. Donc, c'est indiqué dans le psoriasis, la dermatite atopique, le vitiligo. Il y a une grosse protection UV et prévention des lucides polymorphes, ces allergies au soleil. Les propriétés sont antioxydants, photoprotecteurs, antimutagéniques, anti-inflammatoires et immunorégulateurs. Donc, il y a des composants phénoliques très intéressants. Vous avez de l'acide coumarinique, chlorogénique, valine, l'acide caféique et l'acide férulique. Et en fait, cet actif va diminuer les cytokines pro-inflammatoires, va diminuer l'expression des COX-2 induites par les UV et diminuer l'érythème, c'est-à-dire la rougeur induite par les UV. Et il n'y a pas d'effet secondaire.
Donc là, je vous ai trouvé un article de 2023. Toutes les références que je vous ai mises sont accessibles en accès libre sur PubMed. Alors, on arrive aux solutions fonctionnelles, qui visent à modifier les perturbations fonctionnelles au niveau cellulaire, tissulaire et organique quand le processus physiopathologique est connu et quand la biologie fonctionnelle a mis en évidence. Donc, vous pouvez avoir une inflammation de bas grade. Et donc, je vous rappelle que quand la peau est enflammée, vous avez perdu la fonction de barrière cutanée. Vous pouvez avoir un stress oxydant ou vous pouvez avoir une insulino-résistance avec un syndrome métabolique lié à la malbouffe, la sédentarité, le stress et la dysbiose. Et c'est particulièrement vrai dans l'acné et le psoriasis. Je vous rappelle que l'acné, c'est un syndrome métabolique de la glande sébacée. Donc, on l'avait bien vu dans la partie 1 de la physiologie. Donc, si on hydrate bien la peau, on va améliorer cette fonction de barrière cutanée. Donc, on peut tout à fait avaler des gélules d'acide hyaluronique, qui est un glycosaminoglycans, qui est un composant majeur de la matrice extracellulaire. Plus de 50% est présent dans la peau et il faut savoir que l'acide hyaluronique est capable de retenir 1000 fois son poids en eau. Donc, il est très hydratant, il a des propriétés viscoélastiques très intéressantes. On connaît bien parce qu'on injecte l'acide hyaluronique dans les rides avec un résultat très intéressant et durable. Ça va maintenir la peau en bonne santé, aide à la fonction de barrière cutanée. Par voie orale, effet hydratant, anti-vieillissement et antioxydant. Et en fait, on a des études cliniques depuis 2015. Et celle que je vous ai trouvée en dessous, c'est quand même une étude clinique qui prouve que l'ingestion d'acide hyaluronique améliore les conditions de peau sèche. Et c'est une étude randomisée, double placebo, contrôlée. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, dans les antioxydants, on va avoir la curcumine et la quercétine. La curcumine, vous la connaissez, elle a quand même de nombreuses propriétés immunomodulatrices, antivirales, antimutagènes, antioxydantes, anti-angiogéniques, cicatrisantes, neuroprotectrices, anti-inflammatoires, antibactériennes. Donc, elle sera très intéressante. Donc, les solutions systémiques, eh bien, il faut tout reprendre au niveau de l'intestin, l'écosystème intestinal, efficacité de la barrière intestinale, de l'épithélium, du mucus, du microbiote. Donc ça, vous avez eu énormément de formations et de cours par rapport à la barrière intestinale. Je ne peux pas malheureusement m'étendre là-dessus. Il va falloir soutenir le foie. Dans le système endocrinien, c'est surtout la thyroïde qui va être impactée. Il va falloir améliorer le système immunitaire et le système nerveux central et nerveux périphérique. Alors, dans la barrière intestinale, comment la prendre en charge? Il va falloir corriger les facteurs aggravants du leaky gut, traiter les infections digestives, améliorer la diversité et la qualité du microbiote, réparer la muqueuse intestinale et soutien de l'immunité, et réparer la barrière intestinale. Mais ça, vous avez eu quand même beaucoup de formations là-dessus. Donc, les facteurs aggravants, on va gérer le stress chronique, on va éviter l'alcool, les sucres à index glycémique élevé, les édulcorants, on va ôter les conservateurs et les émulsionnants, éviter le gluten si on a une hypersensibilité. Et vous savez que certains médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons et les anti-inflammatoires, vont favoriser le leaky gut. Et il va falloir traiter les comorbidités. On va aussi traiter les insuffisances digestives. Donc, parfois, on est obligé de supplémenter en enzymes digestives et aussi en HCl si on a une hypochloridrie. On peut faire face à un SIBO. Il y a beaucoup de candidoses dans les maladies de peau. Il faut aussi repérer les Helicobacter pylori et parfois, on peut être confronté à des parasites. Donc, on va pouvoir améliorer la diversité et la qualité du microbiote intestinal en donnant une alimentation riche en prébiotiques et en polyphénols, une alimentation variée, 25 grammes de fibres par jour, c'est beaucoup, et on va pouvoir supplémenter en prébiotiques et en probiotiques.
réparer la muqueuse et soutenir l'immunité. Donc, vous avez un postbiotique Akkermansia municiphala qui va être très intéressant, notamment dans le psoriasis. Vous avez des produits riches en mucopolysaccharides comme l'aloe vera. Vous avez aussi les arabinogalactanes. Si vous connaissez le gène de la FUT2, de la fucosine transférase, qui permet de faire un bon mucus épais, donc ça, c'est une analyse génétique. On peut être non sécrétaire ou même les hétérozygotes. On va être obligé de supplémenter en fucosyl lactose. Le bouillon d'os est intéressant, le zinc, la vitamine D et la vitamine A au travers de l'apport de légumes et de fruits orangés. Donc ça, je ne vous refais pas tout le cours sur comment réparer une muqueuse intestinale. J'ai juste le temps de les citer. On peut utiliser la quercétine, qui est un antioxydant puissant, qui inhibe une cytokine inflammatoire, la TNF-alpha, et qui va pouvoir être utilisé dans les allergies alimentaires, la dermatite atopique, l'urticaire. Quant à la glutamine, c'est l'acide aminé qui recolle les entérocytes les uns aux autres, et ça peut être entre 3 à 6 grammes par jour. Soutenir le foie, bien sûr, le foie est surchargé. Les médicaments dermatologiques ont besoin d'être détoxifiés. La première phase de détox, je vous rappelle, elle est intestinale. Il faut avoir des bonnes bactéries dans le microbiote intestinal, être en eubiose et ne pas oublier les toxines endogènes, les lipopolysaccharides, qui sont la première cause d'intoxication, en fait. Et avant de détoxifier, il faut avoir un bon taux de fer pour les cytochromes P450 de la phase 1 et un bon taux de vitamine pour la méthylation de la phase 2. Donc là, je pense que la détoxification du foie, vous connaissez bien. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'insister. Le système endocrinien, il va falloir regarder du côté du pancréas, éliminer un diabète ou une insulinorésistance. On a vu que c'était fréquent en matière d'acné et de psoriasis. Dépister une hypothyroïdie, nous, on connaît bien les frustes et les fonctionnels. À ce moment-là, il va falloir rechercher un déficit en fer, en sélénium et en iode. Et si ce n'est pas lié à ces déficits, l'hypothyroïdie fonctionnelle est liée à un stress chronique. Beaucoup de ces personnes atteintes de maladies de peau ont une fatigue surrénalienne et un stress à gérer. Et il va falloir s'occuper des neurotransmetteurs parce que les dépressions sont fréquentes. Le système immunitaire, on va renforcer la barrière cutanée, ça je vous l'ai détaillé en long et en large, renforcer la barrière digestive, s'occuper d'avoir un taux optimal en vitamine D, A, zinc et oméga 3, éviter les allergènes cutanés, les intolérances, les allergies alimentaires. Et je vous rappelle le lien entre stress chronique et dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale va impacter le stress chronique, va augmenter les cytokines inflammatoires, va augmenter la sensibilité au stress par le cerveau. C'est l'axe intestin-cerveau, mais on a aussi l'axe intestin-peau bidirectionnel. Quand le microbiote intestinal va mal, la peau va mal puisque les deux microbiotes dialoguent entre eux. Alors, la gestion du stress, vous savez que l'impact psychologique des dermatoses est important. Ça se mesure par le DLQI, Dermatology Life Quality Index. Le stress, l'anxiété, la dépression sont liés aux dermatoses inflammatoires, mais c'est un véritable cercle vicieux parce que le stress va aggraver les dermatoses qui elles-mêmes génèrent du stress. Donc, importance du magnésium à haute dose biodisponible. On constate un repli sur soi avec une intolérance sociale. Il va falloir traiter les troubles de l'humeur. Je vous rappelle l'importance des cofacteurs, le fer, la vitamine B, le magnésium, le zinc. Souvent, ces personnes ont un sentiment d'épuisement ou de honte à cause de l'apparence de la peau. Et il faut ne pas hésiter à se faire aider par des psychologues et voir des psychiatres. Dans certains cas, c'est vraiment important. Ça peut dénouer beaucoup de problèmes. Alors, votre conseil, vous pourrez conseiller de la cohérence cardiaque, de la relaxation, méditation, sophrologie, yoga, manger en pleine conscience, faire de la respiration abdominale. Les plantes adaptogènes sont très intéressantes et très utiles. Tout ce qui est rhodiole, ginseng et ashwagandha.
Donc, l'axe nerveux central et périphérique, eh bien, on a cette relation entre la peau et le cerveau. On va s'aider de la chronobiologie alimentaire. On va pouvoir conseiller un petit déjeuner protéiné, gras et peu sucré pour faire rentrer la tyrosine dans le cerveau pour pouvoir faciliter la synthèse de dopamine intracérébrale. Et au goûter, on va conseiller du gras et du sucré pour faire rentrer le tryptophane dans le cerveau pour la synthèse de sérotonine intracérébrale et ensuite de la mélatonine. Les plantes adaptogènes seront utiles et ne pas hésiter à prescrire de la mélatonine à libération prolongée parce qu'il faut absolument récupérer un sommeil qualitatif et quantitatif. C'est très important. Donc, en fonction du contexte, on va proposer des solutions. Donc, vous voyez que tout se recoupe. Je me répète un petit peu, mais c'était une manière de classifier les solutions. Donc, en général, il y a un mode de vie défavorable. On va essayer d'avoir un environnement moins pollué et plus sain en évitant les acariens et moisissures. C'est plus facile à dire qu'à faire. Dans l'acné et le psoriasis, on va essayer de stopper le tabac puisque ça induit des lésions d'acné et de psoriasis. La remise en mouvement avec l'activité physique. L'éducation du sommeil, ce qui est intéressant, c'est de connaître son chronotype, c'est-à-dire savoir à quelle heure on doit se coucher et à quelle heure on doit se lever. Ce sont des questionnaires à remplir que vous trouvez sur Internet. C'est très intéressant parce que quand vous vous couchez à votre heure qui est la vôtre, vous récupérez beaucoup en énergie. Et puis, bien sûr, l'éducation alimentaire. Alors, en pratique, comment vous allez faire avec maintenant tout ce que je vous ai donné comme solution? Vous allez bien connaître la physiopathologie de chaque dermatose inflammatoire, va nous permettre de s'adapter au mieux, parce que là, vous avez vu que cette prise en charge est multifactorielle. Ce n'est pas une petite crème qu'on va aller conseiller sur la peau, ça ne suffira pas. La prise en charge est globale avec une synergie des différents systèmes. Il va d'abord falloir hiérarchiser des attentes en fonction des patients, faire une stratégie étape par étape. L'intestin perméable et les dysbioses intestinales sont en cause dans les dermatoses inflammatoires. Un nouvel espoir est né avec les probiotiques topiques et par voie générale. Les inhibiteurs de la suractivation de la kinase mTOR semblent prometteurs car on empêche le cercle vicieux de l'inflammation cutanée. Et enfin, on traite la cause et non plus le symptôme. Donc, écoutez, j'espère vous avoir donné des solutions. Il va falloir digérer ce webinaire, le reprendre, l'étudier et puis surtout le mettre en application. Oui, alors juste pour tous ceux qui nous ont pris en cours de route, il y avait énormément de conseils dermatologiques, cosmétologiques en première partie. Pour ceux qui arrivent à partir de 13 heures, on est sur de la médecine fonctionnelle que vous connaissez parfois, mais par contre, revenez sur cette première partie qui est tout à fait novatrice. Et là, Sabine a vraiment une expertise majeure en la matière. Avant de passer aux questions, je voulais juste reprendre la main, si tu me le permets, Sabine. Oui, bien sûr. Pour résumer, allez, les 10 produits dont on a parlé, ou les 10 top produits du labo sur cette notion de dermatologie. Le premier élément dont on a parlé, je les ai classés par ordre chronologique d'apparition, c'est le baume tepescoïde, qui est une découverte pour certains, mais les dermatos connaissent très très bien le mimosa en question, et qui n'a pas été mis seul dans une crème, puisqu'on met beaucoup de choses en synergie qui lui donnent des propriétés antiseptiques locales, notamment la propolis, la teinture mère de ginkgo biloba est très intéressante, et la cire d'abeille est extrêmement efficace aussi dans la cicatrisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide à reconstruire les peaux lésées, et tu as bien stipulé qui est dans la composition de l'huile de tepescoïde. Dans le tepescoïde, il y a beaucoup de leucine, et la leucine est un cofacteur important dans la prolifération de nouvelles cellules. Bon, deuxième produit dont on a parlé, je vais passer rapidement, mais la bardane, tout le monde la connaît. C'est vraiment la plante à tropisme cutané par excellente. Elle est anti-inflammatoire, elle régule les fonctions d'élimination. Et ici, vous êtes sur, alors juste un détail important, c'est un extrait 10 pour 1. Donc, on fait des extraits qui sont très titrés, 10 kg de plantes pour arriver à un produit final d'1 kg. Donc, c'est un extrait très titré.
Tu as parlé de deux oméga 3, l'huile de krill sous forme de phospholipide. Donc là, on a une absorption qui est très simple. Et bon, le krill est déjà quelque chose d'assez connu, donc je ne vais pas insister particulièrement. Surtout que j'ai une fâcheuse tendance à utiliser plus l'huile de calanus, qui est plus pêche durable. Si je peux me permettre, beaucoup d'articles de Greenpeace ont été cités sur l'huile de krill, et bon, c'est un peu tendancieux. L'huile de calanus, elle, est une pêche vraiment très durable. Et le calanus, surtout, est un tout petit crustacé qui ne mange que du phytoplancton, donc sa composition est vraiment unique. Et là, vous avez des esters de cire. Et ces esters de cire sont très, très vite absorbés. Alors, très facilement absorbés, pas vite, puisqu'ils sont lentement absorbés dans la partie distale de l'intestin, et ils vont avoir un impact très important sur le métabolisme glucidique et sur l'apport d'oméga 3 sur le côté anti-inflammatoire. Donc le calanus, c'est vraiment une spécificité, si je peux dire, d'Oronalis. On le trouve assez peu dans d'autres laboratoires. C'est quelque chose de très, très utile. Et l'astaxanthine sur la peau ou les yeux est quand même un caroténoïde très important. On a parlé de l'huile de bois chez l'huile d'onagre, surtout cet apport d'acide gamma-linolénique. Et on voit bien que dans la bourrache, on a plus d'acide gamma-linolénique. Donc, globalement, j'ai aussi la tendance à utiliser plus de bourrache que d'onagre. Mais voilà, ces deux produits existent en unitaire chez nous. Alors, ils s'avalent, hein. J'ai vu une question sur le chat, j'y réponds tout de suite. Mais là, on parle bien d'éléments à avaler et pas à mettre sur la peau. Autre élément cité, le polypodium, qui est cette fougère d'Amérique du Sud, qui est une plante très très efficace sur notamment tout le photovieillissement, tout ce qui est rougeur au niveau de la peau, donc dans les traitements des coups de soleil, des excès d'UVA, d'UVB, et dans le mélasma. Très utile aussi dans le mélasma, il y a pas mal de publications là-dessus. Ça, tu en as bien parlé. Ici, on est titré à 13% de triterpènes, donc c'est un gros titrage. On va utiliser 3 gélules par jour en moyenne. Voilà. Plante qui est très peu utilisée, hein. Je pense qu'on est un des très rares labos à utiliser cette plante en unitaire, et c'est quelque chose de très efficace. On a parlé également de l'acide hyaluronique. Alors, souvent, on a des doutes sur l'absorption, et tu nous as bien expliqué bien que même une absorption orale permettait d'arriver jusqu'à la peau. Le collagène est exactement dans le même registre que ça, hein. Pour ceux qui en doutent, bien souvent, la clinique apporte une amélioration majeure. Là, on améliore vraiment l'hydratation, la fermeté de la peau. Et juste, tu as précisé un détail qui m'a attiré l'attention, c'est qu'effectivement, c'est un glycoaminoglycane. Et n'oubliez pas que la production de glycoaminoglycane, est sous l'influence de la méthylation, puisque c'est le cycle de la transsulfuration qui permet ce mécanisme-là. Donc, c'est la transformation de l'homocystéine, non pas en glutathion, mais en GAGs. Donc, cet acide hyaluronique, eh bien, c'est bien de l'apporter, c'est bien aussi d'avoir une bonne méthylation en parallèle. 3 gélules par jour, c'est généralement ce qu'on va conseiller. Curcumine, quercétine, bon, on a ces deux principes actifs dans la gamme. On les a en unitaire ou on les a sous forme composée. Et dans tous les cas, c'est une forme liposomale. Donc, on sait que les polyphénols ont du mal à passer la barrière intestinale. Eh bien, le liposome est une forme tout à fait intéressante pour rendre plus disponibles ces polyphénols. Ça, je passe rapidement parce que c'est assez connu. La glutamine, on en a parlé. Alors juste, si je dois insister sur un tout petit truc sur la glutamine, souvent on a des sticks de glutamine, ou souvent on a des sticks ou des poudres de glutamine avec beaucoup d'éléments sucrants, parfois du sucralose, parfois des excipients divers et variés. N'oubliez pas le côté immunogène de ces excipients-là. Ça me permet de rebondir sur le fait que dans la gamme, chez Oronalis, on fait un énorme travail qui nous demande énormément de temps, justement, de choix de matières premières et de choix d'excipients. Je dis ça parce qu'on est en train de composer un nouveau magnésium, et c'est vraiment compliqué de faire un magnésium avec un bon goût sans utiliser d'excipients toxiques. Mais le seul excipient qu'on utilise généralement est la gomme d'acacia, qui est une gomme prébiotique, donc qui va soutenir aussi l'écosystème intestinal et qui n'a aucune caractéristique immunogène. Dans les sticks de glutamine, méfiez-vous parfois des excipients qui peuvent avoir un effet délétère en parallèle.
Donc, la glutamine est en pot de 150 grammes. Vous utilisez 2 grammes, allez à 4 grammes par jour. Et là, c'est un outil intéressant pour refaire une perméabilité intestinale. Et je finis sur le clou du spectacle. C'est une composition unique chez nous. C'est un produit qui s'appelle Orotor. Et comme son nom l'indique, il vise non pas à inhiber la voie mTOR comme la rapamycine a l'avantage de le faire, mais le désavantage de créer une immunodépression majeure, la rapamycine. Ici, on est dans la modulation de cette voie. Et on a vu que dans les problèmes de peau, que ce soit les problèmes de dermatite atopique, que ce soit les problèmes de rosacée ou de psoriasis, on a une hyperprolifération et cette voie mTOR est une voie de croissance cellulaire. Donc, l'Orotor est une voie de modulation de cette voie. Elle, bien sûr, elle nécessite un travail sur le plan alimentaire. Tu as parfaitement cité la leucine, et notamment les acides aminés branchés, leucine, isoleucine, valine, qui sont des voies de croissance, qui sont super quand on est sportif à 20 ans, mais qui sont très délétères quand on a un problème de peau ou quand on est âgé. Et voilà. Et en fait, dans ce cocktail de polyphénol, si je dois dire un dernier truc, c'est que ce n'est pas la composition en elle-même, parce que cette composition, on va dire, on pourrait la retrouver à peu près partout, mais c'est le dosage de chaque élément qui est important. Et ça, c'est 1 an et demi de travail chez Oronalis pour arriver à sortir cette formule-là. Et cette formule, bien sûr, on ne la cite pas, c'est une formule qui est brevetée, et c'est une formule qu'on va bien sûr garder, mais c'est vraiment l'apport de chaque élément qui nous a permis d'avoir cette activité sur la modulation de la voix. Donc voilà, Orotor, c'est maintenant un des produits qui reste dans le top 10 du laboratoire. Je voulais finir sur cette voie mTOR, qui est une voie sur laquelle on a fait, avec Bruno Lacroix, notre directeur scientifique, une vidéo sur le YouTube d'Oronalis, que vous pouvez aller regarder, plus spécifique. Mais c'est un produit majeur, ça, à mon sens. Voilà. Maintenant, le clou du spectacle, c'est les questions. Parce que là, j'ai vu énormément de questions. Donc, je vais prendre le chat, ou non, d'abord, je vais prendre les questions les unes après les autres. Alors, je vais commencer par une des premières questions. Est-ce que tu as déjà testé l'ozonothérapie? Non, mais je sais que c'est efficace. Alors, je précise que je n'exerce plus en activité libérale. Mon cabinet a été fermé et que j'écris des articles, je fais des webinaires, je suis consultante pour les laboratoires de micronutrition dans mon domaine de compétences, mais malheureusement, je n'exerce plus. Mais je sais que c'est efficace, oui, l'ozonothérapie. Ouais. Autre question. Alors, effectivement, il y avait une question sur la rapamycine. J'ai répondu. Bien sûr, j'utiliserai Orotor plutôt que... Alors, les crèmes à la rapamycine, quand même, peuvent être intéressantes parce que là, c'est topique. Donc, les expériences sont quand même assez étonnantes. Bon, il y a un côté... À suivre, ouais, à suivre, voilà. voir si ça va sortir en Europe, je ne sais pas, je n'ai pas Ouais. l'info. Ouais, d'ailleurs, ça n'existe pas en Europe. D'ailleurs, on parle très peu de la voie mTOR en Europe, hein. Je pense, Sabine, tu es la première à en parler sur le côté de la dermato, là. Ben, on avait des publications de Bolnik depuis 2015 qui parlaient de la voie mTOR, mais voilà, ce sont ceux qui font de la recherche, qui lisent la bibliographie, qui sont au courant. Mais il n'y a pas eu encore d'implication pratique dans le domaine de la dermatologie pour l'instant. Ok. Alors, j'ai une question de Jean-Marie. Avez-vous pu expérimenter ou avez vu des informations concernant des alternatives aux antibiotiques telles que l'aromathérapie ou dioxyde de chlore? Ah, ça, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas du tout compétente en aromathérapie. Ok, on passe sur cette question. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai une autre Mais question? enfin, avec les conseils que je vous ai donnés d'alimentation anti-inflammatoire, de complémentation en oméga 3, en vitamine D, en zinc, franchement, il n'y a plus besoin des antibiotiques dans l'acné. Ouais. D'ailleurs, j'ai une autre question qui revient sur les antibiotiques. Que pensez-vous de l'argent colloïdal? Oui, oui, efficace. Sur des Mais thérapies claires? nous dermatos, bon, c'est assez rare. On fait des diagnostics d'argyrie, d'intoxication à l'argent, donc efficace, mais à dose modérée. Je pense qu'il faut faire des cures.
Alors, Daniel qui nous dit, je n'ai trouvé aucune publication scientifique sur l'association gras sucré pour réduire, je pense, l'insuline, l'interleukine, sur l'index insulinique pour le goûter de 17 heures. Et pour moi, cette association risque d'augmenter les pics d'insuline. Qu'en pensez-vous? Il y a extrêmement peu de publications sur la chronobiologie. Ah oui, ça c'est... Effectivement, prendre un goûter à 17 heures. Ouais, on est en train de remettre en question, effectivement, cette notion de chronobiologie. On va dire que c'est important pour ceux qui manquent de sérotonine, déjà, cliniquement. Ouais. Ceux-là, ils pourraient en bénéficier. Ils vous le disent qu'ils ont des compulsions sucrées à 17 heures. Donc ça favorise l'entrée du tryptophane dans le cerveau et favorise la sécrétion de sérotonine intracérébrale. Mais ce n'est pas forcément pour tout le monde, oui. Ok, autre question. Est-ce que le baume tépescoïde suffit pour la cicatrisation type scarification? Que conseiller en plus si pas suffisant? Alors, je n'ai pas l'expérience dans les scarifications, mais ce qu'on peut proposer en plus, ce sont des séances de LED qui marchent très bien pour la cicatrisation cutanée. Mais là, il faut trouver un dermato qui est équipé avec une LED. Ouais, Et ça marche très bien. Ouais. Après, bon, si nous, on a vraiment l'expertise sur la notion de cicatrisation, peut-être pas de scarification, parce que ça dépend aussi de la profondeur, la hauteur. Alors, attention, qu'est-ce qu'on appelle scarification? Est-ce qu'on ne confond pas avec des cicatrices kéloïdes? Je ne sais pas. Mais bon, déjà, en tout cas, sur la cicatrisation, le baume est très, très, très efficace. Ça, clairement. Alors, je vais repartir dans le chat parce que là, il y a beaucoup de choses aussi. Tac, tac, tac. Et y a-t-il un lien entre staphylocoque et eczéma? Bien sûr, il faut revoir la physiopathologie. Je suis revenue en long et en large dans la partie 1. Ouais. Ça fait partie des causes multifactorielles de la dermatite atopique où le staphylocoque doré est augmenté. Ça fait partie de la physiopathogénie de l'eczéma. Ouais. Quelques conseils pour le vieillissement ou le dessèchement cutané avec desquamation. On en voit beaucoup. Oui, mais là, c'est l'objet d'un autre webinaire. On était dans les dermatoses inflammatoires. C'est un tout autre sujet. On peut se le garder. Alors justement, que je suis prête à développer. Mais je pense. Il y a vieillissement et vieillissement. Est-ce que c'est un vieillissement lié aux rayons du soleil? Est-ce que c'est un vieillissement qui est lié à la glycation? Je ne peux pas donner de conseils comme ça dans le vieillissement. Ok. Peut-être on peut se garder cette notion de vieillissement, justement. Alors, la question qu'on va poser après, c'est quelle suite on donne justement à cette dermatologie, ce thème de la dermatologie. Est-ce qu'on refait un webinaire sur ce sujet-là, sachant qu'on a déjà évoqué pas mal de sujets. J'ai eu des questions sur le vitiligo, on a des questions sur le vieillissement, on a eu des questions aussi sur le lien entre cerveau et peau. Oui, là, il y a beaucoup de choses à dire, oui, bien sûr. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être, si vous voulez réagir dans le chat sur des sujets spécifiques qui vous intéresseraient, c'est-à-dire des sujets qu'on pourrait traiter en 1 heure. Globalement, si on fait des sujets plus spécifiques, par exemple le vitiligo, je pense qu'on peut le traiter. Toi, tu as eu pas mal d'expérience dans le vitiligo. Dans le vieillissement cutané, à mon avis, il y a aussi des choses. Ce que je peux vous dire déjà dans le vitiligo, comme c'est une maladie auto-immune où vous fabriquez des anticorps contre la mélanine, c'est-à-dire le pigment de votre peau, il faut déjà aller chercher les intolérances alimentaires. Donc, c'est un problème de barrière intestinale et dépister les intolérances alimentaires. Ça, c'est déjà une première chose qu'on peut évoquer. Il faut saturer la peau en sélénium. C'est un manque de sélénium, le vitiligo. Il faut éviter les frottements sur les zones blanches. J'ai beaucoup de conseils à donner sur le vitiligo, mais c'est l'objet d'un webinaire. Peut-être, effectivement, ça peut être un sujet. J'ai urticaire chronique ou les urticaires d'une manière générale, vieillissement lié à la peau. Alors, les urticaires chroniques, c'est compliqué.
Le dernier que j'ai eu à traiter dans ma sphère proche, c'était des parasites intestinaux. Ah ouais. Donc, j'ai dû demander un examen des selles 3 jours de suite pour rechercher les parasites et c'était ça. J'ai dû traiter le parasite et l'urticaire est parti. D'accord. Ouais, comme quoi, on en revient toujours à l'intestin, hein, de toute manière. Juste, on va finir sur les questions. J'ai demandé aux pharmaciens des produits avec des probiotiques, donc j'imagine des probiotiques cutanés. Il ne connaît même pas de nom en cherchant dans l'ordinateur. Que conseillez-vous pour un psaut du cuir chevelu? Est-ce que tu connais une marque ou quelque chose comme ça? Alors, pour le psoriasis du cuir chevelu, c'est une question qui était déjà posée dans La dernière fois. dans le premier Ouais, webinaire. ouais. Vous avez des shampoings spécifiques pour le psoriasis hein, dans les gammes de dermatologie. Tout bêtement, vous tapez shampoing psoriasique sur Internet et vous allez tomber chez Ducré, vous avez le Kertiol psoriasis. Chez Noreva, vous avez le Psoriane. Chez Bioderma, vous avez le Nodeka. En fait, vous trouvez tout sur Internet. Hein. Ducré, Noreva, Bioderma sont d'excellents labos dermatologiques. Hein. Donc, vous allez enlever les squames. Nous, on utilise parfois des préparations magistrales à base d'acide salicylique hein, parce que les squames sont tellement épaisses qu'on est obligé de décaper. Mais le problème de décaper, c'est qu'il faut alterner avec des shampoings doux pour refaire la gaine de kératine du cheveu parce qu'on a après un peu des cheveux de paille. Hein. Ouais. Ok, j'ai une autre question. Recommandation du type de magnésium et que pensez-vous du magnésium transcutané? Ah, je ne connais pas. Ok. Ben, je voulais parler du magnésium, mais comme le laboratoire Auronalis n'est pas encore prêt dans sa galénique et dans sa composition, on vous en reparlera plus tard, mais c'est sûr que le magnésium par voie interne est indispensable à condition d'avoir des formes bien assimilées, bien biodisponibles et de ne pas être trop en stress, sinon on l'élimine. Mais j'avoue que le magnésium cutané, je ne le connais pas. Alors, il y aura, je réponds à cette question, il y aura un magnésium qui s'appellera Oromac Plus. Ça sera un triple magnésium, donc 3 sels de magnésium, glycérophosphate, bisglycinate, citrate, avec de la taurine. Juste, il aurait pu sortir si on avait choisi des excipients type maltodextrose, maltodextrine ou voilà, des excipients classiques. Tout le monde aurait été très content, ça aurait eu un très bon goût, mais on a fait le choix de chercher des excipients totalement neutres et plutôt naturels. Et on est en train de choisir l'arôme. Et en fait, c'est ça la plus grande difficulté. Donc, trouver un magnésium avec un bon goût, mais c'est promis, il va sortir début août ou mi-août pour la rentrée. Voilà. Si vous êtes stressé à la rentrée, vous aurez certainement l'Oromac Plus. Voilà. Et chaque dose contiendra 200 mg élémentaires et il y aura 60 doses dans une boîte. Donc, ce sera de la poudre et ça coûtera 23 €. Tout est déjà organisé, il nous manque juste le goût. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Inhibiteurs sur activation de la kinase mTOR peuvent-ils déjà être prescrits? Orotor peut être prescrit sans aucun problème. Les crèmes à la rapamycine, bon, on n'en a pas trouvé trace pour l'instant. Hein. D'après ce que j'ai lu, c'est aux États-Unis. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que des Mais flacons bon, sont... avec tout ce que je vous ai dit, la rosacée, franchement, vous arrêtez les produits laitiers, vous arrêtez les index glycémiques élevés, et la rosacée diminue beaucoup. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tous les conseils que je vous ai donnés, essayez dans votre entourage, dans votre famille proche, vous allez voir, ça marche bien. Il ne faut pas être pressé, mais ça marche, dans la mesure où vous traitez la cause et non plus le symptôme. Je suis d'accord. Alors, je vois quand même beaucoup de retours sur le vitiligo. Hein. Donc, c'est Oui. peut-être quelque chose qu'on peut traiter en 45 minutes, 1 heure. Un petit webinaire dans le 2e semestre, si les gens sont intéressés par ça. Pourquoi pas? Oui, parce que oui, j'ai beaucoup de conseils à donner dans le vitiligo, bien sûr. Ouais, puis Mais raisonner limite les maladie résultats. auto-immune, raisonner barrière intestinale, microbiote. On en revient toujours au même conseil de toute manière. Hein. Il y a un conflit antigène-anticorps, l'immunité, elle est dans l'intestin. C'est ça.
Aller chercher la dysbiose, le leaky gut et les intolérances alimentaires. Alors j'ai une dernière question, tiens, qui fait la part belle aux vaccinations possibles. Est-ce que tu as remarqué un impact en dermato, notamment un lien entre cette vaccination ou le Covid d'une manière générale et des problèmes dermato? C'est une très bonne question. Vous avez été très sollicité, que ça soit l'infection Covid ou les vaccins, ont aggravé les maladies de peau et on a, quelles qu'elles soient, et comme le mécanisme est endothélial, les premières manifestations ont été ces pseudo-engelures qu'ont décrit tout de suite les dermatologues français. Il y a eu énormément de signes cutanés associés au Covid et avec des nouvelles formes cliniques qu'on ne connaissait pas du tout. Bien sûr, ça a été aggravé ou alors déclenché. Ouais, ouais. Parce que vous pouvez avoir les gènes du psoriasis dans votre corps, mais que ça ne se déclenche pas, ou alors avec un facteur déclenchant, un stress, une contrariété, un deuil, un vaccin ou une réactivation virale, ça se déclenche. Ouais. Donc oui, il y a forcément un lien, notamment Oui, l'inflammation. oui, oui, oui. Il y a eu énormément de problèmes de peau. Les dermatologues ont été très sollicités. Il y a beaucoup de publications là-dessus. Ok. Super, écoute, il est 13h36. Je pense qu'on va clôturer ici avec toutes ces questions. On peut même peut-être dire qu'effectivement, le vitiligo pourrait être un sujet plus bref que tout ça, sachant que vous avez déjà énormément de travail à récupérer, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas vu ce webinaire, allez contacter votre correspondant local. Ils sont tous en ligne là aujourd'hui et demandez-lui le replay, demandez-lui le PDF et tous les conseils sont des conseils judicieux dans tous les problèmes de peau. Et surtout dans la première partie, vous avez vraiment toute la physiopathologie, mais aussi vous avez toute l'anatomie et la structure de l'épiderme et voir comment c'est organisé pour mieux comprendre votre traitement derrière. Donc, je vous incite à reprendre ces 2 webinaires et on peut se garder le vitiligo visiblement pour une prochaine fois et peut-être pour une prochaine fois d'après, le vieillissement cutané qui est encore un autre sujet passionnant. Sabine, il ne me reste qu'à te remercier vraiment sincèrement pour tout le travail que tu as engagé sur ces 2 webinaires. J'ai déjà hâte de voir la suite avec le vitiligo, mais j'avais déjà vu tes travaux sur le vitiligo, donc je suis persuadé que là, j'ai même vu tes résultats puisque tu les avais montrés. Oui. Là. Donc, je vous dis à tous et à toutes, rendez-vous au prochain épisode. Et Voilà, Sabine, c'était un plaisir de vous communiquer tout ce que j'ai appris en micronutrition applicable à la dermatologie avec des résultats extraordinaires. voilà. Voilà, je suis très contente de vous faire partager tout ce que j'ai appris. Et je vous dis à Génial, bientôt pour d'autres aventures. génial. À très bientôt. Et j'ai noté le nom de toutes les personnes qui n'ont pas vu le premier webinaire et qui nous l'ont demandé. Donc, bien sûr, on se chargera de leur envoyer directement. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous de votre attention. Bon après-midi et à très bientôt. Salut Sabine Au revoir. et à très vite. Au revoir à tous.